tâche semble énorme, on est en droit d'avouer son découragement. Voici le peu que j'ai pu deviner. Une fois que l'homme originaire eut découvert qu'il avait entre ses mains, littéralement parlant, l'amélioration de son sort sur la terre par le travail, il ne pouvait lui être indifférent qu'un autre travaillât avec ou contre lui. L'autre prit pour lui la valeur de ce compagnon de travail, avec qui il était utile de vivre en commun. Déjà auparavant, dans son premier âge, celui où il ressemblait au singe, il avait pris l'habitude de former des familles. Les membres de la famille furent vraisemblablement ses premiers aides. À ce qu'on suppose, la fondation de la famille fut en corrélation avec le fait que le besoin de satisfaction génitale ne survenait plus comme un hôte qui apparaît tout à coup chez vous et qui après son départ ne donne plus ses nouvelles pendant longtemps, mais s'installer chez l'individu comme locataire permanent. Par là, le mâle eut un motif de garder auprès de lui la femme, ou plus généralement les objets sexuels, les femelles qui ne voulaient pas se séparer de leurs petits, en désaide durant aussi dans l'intérêt de ceux-ci rester près du mâle, plus fort. Dans cette famille primitive, nous constatons encore l'absence d'un trait essentiel de la culture. L'arbitraire du chef suprême et père était illimité. Dans Totem et Tabou, j'ai tenté d'indiquer la voie qui conduisait de cette famille au stade suivant de la vie en commun, sous la forme des alliances de frères. En terrassant le père, les fils avaient fait l'expérience d'une union peut-être plus forte que l'individu. Qu'une union peut-être plus forte que l'individu. La culture totémique repose sur les restrictions qu'ils durent nécessairement s'imposer les uns aux autres pour maintenir le nouvel état. Les prescriptions de tabou furent le premier droit. La vie en commun des hommes fut donc doublement fondée par la contrainte au travail que créa la nécessité extérieure et par la puissance de l'amour qui ne voulait pas être privé, pour ce qui est de l'homme, de l'objet sexuel trouvé en la femme, pour ce qui est de la femme, de la portion détachée d'elle qu'est l'enfant. Eros et Ananke sont ainsi devenus les parents de la culture humaine. Le premier succès culturel fut que désormais un plus grand nombre d'hommes purent aussi rester en communauté. Et comme les deux grandes puissances agissaient là conjointement, on aurait pu s'attendre à ce que le développement ultérieur s'effectuât tout unanimement, conduisant à une domination toujours meilleure du monde extérieur, tout comme à une extension plus vaste du nombre d'hommes englobés dans la communauté. Il n'est d'ailleurs pas facile de comprendre comment cette culture peut avoir sur ses participants un autre effet que de leur apporter le bonheur. Avant même d'examiner d'où peut venir une perturbation, permettons-nous une digression en revenant à la reconnaissance de l'amour comme un fondement de la culture, pour combler une lacune d'une précédente discussion. Nous avons dit que l'expérience selon laquelle l'amour sexué, génital, procure à l'être humain les plus fortes expériences vécues de satisfaction, lui fournissant à proprement parler le modèle de tout bonheur, aurait dû suggérer de continuer à chercher la satisfaction de bonheur dans la vie sur le terrain des relations sexuées, en plaçant l'érotisme génital au centre de la vie. Nous ajoutions que par cette voie, on se rend de la manière la plus problématique, dépendant d'un morceau du monde extérieur, à savoir de l'objet d'amour choisi, et qu'on s'expose à la plus forte des souffrances si l'on est dédaigné par lui ou si on le perd pour cause d'infidélité ou de mort. Aussi, les sages de tous les temps ont-ils, avec la plus expresse insistance, déconseillé de suivre cette voie dans la vie. Elle n'a cependant pas perdu l'attraction qu'elle exerce sur un grand nombre d'enfants des hommes. À une faible minorité d'entre eux, il est accordé, de par leur constitution, de trouver malgré tout le bonheur sur la voie de l'amour, et pour cela d'amples modifications anémiques de la fonction d'amour sont indispensables. Ces personnes se rendent indépendantes de l'assentiment de l'objet en déplaçant la valeur principale du fait d'être aimé sur celui d'aimer soi-même. Elles se protègent contre la perte de cet objet en dirigeant leur amour non sur des objets individuels, mais dans une même mesure sur tous les êtres humains, et elles évitent les oscillations et désillusions de l'amour génital en le déviant de son but sexuel, en transformant la pulsion en une motion inhibée quant au but. Ce qu'elle provoque en elle de cette façon, cet état de tendre sensibilité, en égal suspens,
ne se laissant décontenancer par rien, n'a plus beaucoup de ressemblance extérieure avec une vie amoureuse génitale à l'agitation tempétueuse dont elle est pourtant dérivée. Saint François d'Assise pourrait bien être celui qui est allé le plus loin dans cette utilisation de l'amour en faveur du sentiment de bonheur intérieur. Ce que nous reconnaissons comme l'une des techniques d'accomplissement du principe de plaisir a d'ailleurs été plus d'une fois mis en relation avec la religion, avec laquelle ce principe de plaisir pourrait bien être en rapport avec ces régions éloignées où l'on néglige de différencier le moi d'avec les objets, et ceux-ci les uns avec les autres. Une perspective éthique dont la motivation plus profonde nous deviendra bientôt évidente, veut voir dans cette propension à l'amour universel pour les hommes et le monde la position la plus haute à laquelle l'homme peut s'élever. Ici déjà nous voudrions ne pas garder par devers tous nos deux réserves principales. Un amour qui ne choisit pas nous semble perdre une partie de sa valeur propre du fait qu'il est injuste envers l'objet, et qui plus est, les hommes ne sont pas tous dignes d'être aimés. Cet amour qui fonda la famille continue d'être à l'œuvre dans la culture, aussi bien marqué de son empreinte originelle, ne renonçant pas à une satisfaction sexuelle directe, que modifié en tendresse inhibée quant au but. Sous les deux formes, il poursuit sa fonction, qui est de lier un assez grand nombre d'hommes les uns aux autres, et de façon plus intense que n'y parvient l'intérêt de la communauté de travail. La négligence de la langue dans l'emploi du mot amour trouve une justification génétique. On nomme amour la relation entre l'homme et la femme qui, sur la base de leurs besoins génitaux, ont fondé une famille, mais amour aussi les sentiments positifs entre parents et enfants, entre les frères et sœurs dans la famille, bien qu'il nous faille décrire cette relation comme amour inhibé quant au but, comme tendresse. C'est que l'amour inhibé quant au but était à l'origine un amour pleinement sensuel, et il est toujours dans l'inconscient de l'être humain. Tous deux, l'amour pleinement sensuel et l'amour inhibé quant au but, débordent de la famille et instaurent de nouvelles liaisons avec des êtres jusqu'alors étrangers. L'amour génital mène à de nouvelles formations de famille. L'amour inhibé quant à son but, quant au but, à des amitiés qui deviennent culturellement importantes parce qu'elles échappent à bien des limitations de l'amour génital, par exemple à son exclusivité. Mais le rapport de l'amour à la culture perd au cours du développement son univocité. D'une part, l'amour s'oppose aux intérêts de la culture, d'autre part, la culture menace l'amour de restrictions sensibles. Cette désunion semble inévitable, sa raison ne peut être immédiatement reconnue. Elle se manifeste tout d'abord comme un conflit entre la famille et la communauté plus grande à laquelle appartient l'individu. Nous avons déjà deviné que l'une des tendances principales de la culture est d'agglomérer les hommes en de grandes unités, mais la famille ne veut pas donner sa liberté à l'individu. Plus la cohésion des membres de la famille est étroite, plus ceux-ci inclinent souvent à se couper des autres, plus il leur deviendra difficile d'entrer dans cette sphère de vie plus large. Le seul mode de vie en commun existant dans l'enfance, celui qui est phylogénétiquement plus ancien, se défend pour n'être pas relayé par le mode culturel acquis ultérieurement. Le détachement d'avec la famille devient pour tout adolescent une tâche que la société l'aide souvent à résoudre par des rites de puberté et d'accueil. On acquiert l'impression que ce sont là des difficultés qui sont attachées à tout développement psychique et même au fond à tout développement organique aussi. En outre, les femmes entrent bientôt en opposition avec le courant de la culture et déploient leur influence retardatrice et freinatrice, ces mêmes femmes qui au début, par les exigences de leur amour, avaient posé les fondements de la culture. Les femmes représentent les intérêts de la famille et de la vie sexuelle. Le travail culturel est devenu toujours davantage l'affaire des hommes. Il leur assigne des tâches toujours plus difficiles, les obligeant à des sublimations pulsionnelles auxquelles les femmes sont plus aptes. Étant donné que l'être humain ne dispose pas de quantité illimitée d'énergie psychique, il lui faut venir à bout de ses tâches par une répartition appropriée de la libido. Ce qu'il consomme à des fins culturelles, c'est en grande partie aux femmes et à la vie sexuelle qu'il le retire. Le fait d'être constamment avec des hommes et d'être dépendant des relations avec eux tend même à le rendre étranger à ses tâches d'époux et de père. C'est ainsi que la femme se voit poussée à l'arrière-plan par les revendications de la culture et qu'elle entre
avec celle-ci dans un rapport d'hostilité. De la part de la culture, la tendance à restreindre la vie sexuelle n'est pas moins nette que l'autre, consistant à étendre la sphère de la culture. Déjà, la première phase de la culture, celle du tothétisme, implique l'interdit du choix d'objets incestueux, peut-être la mutilation la plus tranchante que la vie amoureuse humaine ait subie au cours des temps. Par le tabou, la loi et la coutume, d'autres restrictions sont instaurées qui concernent tout aussi bien les hommes que les femmes. Mais ici, les cultures ne vont pas tout aussi loin. La structure économique de la société influente aussi le degré de liberté sexuelle restante. Nous savons déjà que sur ce point, la culture se plie à la contrainte de la nécessité économique, étant donné qu'il lui faut retirer à la sexualité un grand montant de l'énergie psychique qu'elle consomme elle-même. La culture se conduit ici envers la sexualité comme une tribu ou une couche de la population qui en a soumis une autre à son exploitation. L'angoisse devant le soulèvement des opprimés pousse à prendre des mesures de précaution rigoureuses. Notre culture européenne occidentale marque un point culminant de ce développement. Il est psychologiquement tout à fait justifié qu'elle commence par prohiber les manifestations de la vie sexuelle enfantine, car il n'y a aucune perspective d'endiguer les désirs sexuels des adultes si l'on n'y a pas préalablement travaillé dans l'enfance. Mais ce qui ne peut en aucune façon se justifier, c'est que la société de la culture soit allée jusqu'à dénier aussi ces phénomènes, aisément décelables et même frappants. Le choix d'objet de l'individu sexuellement mature est réduit au sexe opposé. La plupart des satisfactions extragénitales sont interdites comme perversion. L'exigence d'une vie sexuelle d'une même nature pour tous qui se révèlent dans ces interdits se place au-dessus des inégalités dans la constitution sexuelle, innée et acquise des humains, coupe un assez grand nombre d'entre eux de la jouissance sexuelle et devient ainsi la source d'une grave injustice. Le succès de ces mesures restrictives pourrait être maintenant que chez ceux qui sont normaux, ceux qui n'en sont pas constitutionnellement empêchés, tout intérêt sexuel se déverse sans perte dans les canaux laissés ouverts. Mais ce qui reste libre de proscription, l'amour génital hétérosexuel, continue à subir le préjudice causé par les limitations de la légitimité et de la monogamie. La culture actuelle fait nettement connaître qu'elle ne veut bien autoriser des relations sexuelles que sur la base d'une liaison d'un homme à une femme, contractée une fois pour toutes, indissoluble, qu'elle n'aime pas la sexualité comme source autonome de plaisir et qu'elle n'est disposée à la tolérer que comme source jusqu'ici irremplacée de la multiplication des humains. C'est là naturellement une position extrême. Il est connu que cela s'est avéré impraticable, même pour des périodes assez brèves. Seules les natures débiles se sont pliées à une intrusion poussée aussi loin dans leur liberté sexuelle, des natures plus fortes qui ne le font que sous une condition compensatoire dont il pourra être ultérieurement question. La société de la culture s'est vue obligée de permettre tacitement beaucoup d'outrepassements que d'après ses décrets elle aurait pu poursuivre. On ne peut pas malgré tout verser dans l'erreur contraire et supposer qu'une telle position culturelle est absolument inoffensive parce qu'elle n'atteint pas toutes ses visées. La vie sexuelle de l'homme, de la culture, est pourtant gravement lésée. Elle donne parfois l'impression d'une fonction en état de rétrogradation, comme semble l'être pour les organes, notre denture et notre chevelure. On est vraisemblablement en droit de supposer que sa significativité a sensiblement diminué comme source de sensation de bonheur, donc dans l'accomplissement de la finalité de notre vie. On croit parfois reconnaître que ce n'est pas seulement la pression de la culture, mais quelque chose tenant à l'essence de la fonction elle-même, qui nous refuse la pleine satisfaction et nous pousse sur d'autres voies. Ce pourrait être une erreur, il est difficile de trancher. Le travail psychanalytique nous a enseigné que ce sont précisément ces refusements de la vie sexuelle qui ne sont pas supportés par ceux qu'on appelle névrosés. Ils se créent dans leurs symptômes des satisfactions substitutives qui néanmoins ou bien créent en elles-mêmes des souffrances ou bien deviennent source de souffrance en réservant à ces névrosés des difficultés avec le monde environnant et à la société. Ce dernier cas est aisément compréhensible, l'autre nous pose une nouvelle énigme, mais la culture réclame encore d'autres sacrifices que celui de la satisfaction sexuelle.
Nous avons conçu les difficultés du développement de la culture comme une difficulté générale du développement en les ramenant à l'inertie de la libido, à la version de celle-ci à quitter une position ancienne pour une nouvelle. Nous disons à peu près la même chose lorsque nous faisons dériver l'opposition entre culture et sexualité du fait que l'amour sexuel est un rapport entre deux personnes dans lequel un tiers ne peut être que superflu ou perturbant, tandis que la culture repose sur des relations entre un plus grand nombre d'êtres humains. À l'apogée d'un rapport amoureux, il ne subsiste plus aucun intérêt pour le monde environnant. Le couple d'amoureux se suffit à lui-même, sans avoir non plus besoin pour être heureux de l'enfant qu'ils auraient en commun. Sans dans aucun autre cas l'éros ne trahit aussi nettement le noyau de son être, l'intention de faire une chose à partir de plusieurs, mais quand il a atteint cela, selon l'expression proverbiale, dans l'état amoureux unissant deux êtres humains, il ne veut pas aller au-delà.